Pensez-vous vraiment savoir qui tire les ficelles derrière le destin de l'Afrique? Prenez un instant, fermez les yeux, imaginez les couloirs du pouvoir au cœur de Ouagadougou, de Kinshasa, d'Abuja ou de Bamako. La réponse à cette question n'est peut-être pas celle que l'on croit. Car trop souvent, même ceux qui semblent porter l'espoir du changement deviennent, parfois à leur insu, les instruments d'intérêt masqués, tapis bien loin de nos terres, au-delà des frontières visibles, dans les conseils d'administration d'entreprises étrangères ou dans les salons feutrés de capitales lointaines. Pour comprendre la profondeur de ce problème, il faut remonter le fil de l'histoire. Souvenons-nous de la conférence de Berlin en 1884, où les puissances européennes se sont partagées l'Afrique comme une immense tarte, sans consulter aucun Africain. Ce moment d'arrogance coloniale a posé les bases d'un système qui, sous d'autres formes, perdure encore aujourd'hui. À l'époque, il s'agissait de tracer des frontières, d'arracher des ressources, d'imposer des administrateurs. Aujourd'hui, le partage se fait par contrats miniers, par dette, par manipulation financière et alliances obscures. Revenons à l'actualité brûlante. Il y a quelques mois à peine, Paul-Henri Damiba, ancien président du Burkina Faso, a été extradé du Togo vers Ouagadougou. Officiellement, il était accusé de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Mais très vite, l'affaire a révélé un malaise bien plus profond. Ce n'était pas l'histoire d'un seul homme, ni même d'un seul régime. C'était l'ombre d'un système entier, un engrenage opaque qui engloutit quiconque tente de s'en extraire, transformant les héros d'hier en suspects de demain. Prenons un exemple historique pour mieux saisir ce mécanisme. En 1993, au Nigeria, le général Sani Abacha s'est emparé du pouvoir. Il promettait de restaurer l'ordre, de lutter contre la corruption. Quelques années plus tard, il était accusé d'avoir détourné plus de 3 milliards de dollars, blanchis via des comptes en Suisse et à Londres. Qui lui avait ouvert ses portes? Quelle banque, quelle société écran avait permis ces transferts? Derrière chaque scandale, une architecture complexe lie les acteurs locaux aux intérêts globaux, comme une toile dont on ne voit jamais la totalité. En enquêtant sur l'affaire Damiba, nous avons déterré un réseau tentaculaire où la corruption infecte dirigeants déchus comme nouveaux arrivants. À chaque fois que l'on pense avoir identifié la racine du mal, une nouvelle couche de duplicité apparaît. C'est comme une hydre. À chaque tête coupée, 2 repoussent. Un doute insidieux s'est alors glissé en moi. Et si, sans m'en rendre compte, je devenais moi aussi une pièce sur leur échiquier? Si, en croyant œuvrer pour la justice, je servais finalement d'autres maîtres, invisibles mais tout aussi puissants? Ce qui se joue ici dépasse le sort d'un individu ou même d'un seul gouvernement. Si nous fermons les yeux sur les forces invisibles qui manipulent nos choix et nos rêves, alors nous ne faisons que changer le visage de l'oppresseur. Nos peuples continueront à souffrir, nos richesses à disparaître, notre dignité à être piétinée, génération après génération. C'est le piège dans lequel tant de nations africaines sont tombées depuis les indépendances, l'illusion du changement, sans transformation réelle du système. Mais alors, comment séparer le vrai du faux? Comment savoir qui orchestre vraiment le chaos? Pour espérer comprendre, il faut oser remonter le fil des événements, disséquer sans complaisance l'origine de nos propres revendications, et surtout, avoir le courage d'aller au-delà des apparences. Prenons l'exemple du Congo, où Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, a été assassiné en 1961. Officiellement, il s'agissait de rivalités internes. Mais les archives déclassifiées montrent aujourd'hui l'implication de puissances étrangères, de sociétés minières désireuses de garder la main sur les mines de cuivre et de cobalt. L'histoire bégaie. Les mêmes logiques se reproduisent, avec d'autres noms, d'autres visages, mais une constante obsession pour le contrôle des ressources. Chaque fil tiré révèle une vérité plus dérangeante. Ce n'est qu'en acceptant de regarder en face la complexité de ces manipulations que l'on peut espérer briser leur chaîne. Par exemple, au Mozambique, les scandales de la dette cachée ont démontré comment des multinationales et des banques internationales peuvent piéger tout un pays, organiser le pillage des ressources maritimes, puis exiger des remboursements qui ruinent l'économie locale.
Et si ceux qui prétendent abattre le système n'étaient, en réalité, que ces marionnettes les mieux financées? Cette idée, à la fois insupportable et fascinante, a été le point de départ d'une enquête qui allait pulvériser toutes mes illusions. Quand l'ancien chef d'État a été extradé pour répondre de crimes lourds, la presse s'est jetée sur l'affaire. Pourtant, j'ai vite senti que le véritable enjeu se nichait ailleurs, dans les entrailles invisibles du pouvoir, là où l'argent circule, silencieux et décisif, bien avant les discours et les drapeaux. Pour illustrer cette mécanique, prenons le cas du Mali en 2023. Après un coup d'État, les flux financiers suspects se sont multipliés. Des fonds venus du Moyen-Orient, d'autres de sociétés minières chinoises, parfois même de fondations occidentales. À chaque fois, l'argent servait à financer des factions opposées, à acheter des armes, à s'assurer la loyauté de certains groupes. C'est une guerre silencieuse, menée moins avec des tanks qu'avec des virements électroniques et des contrats opaques. J'ai donc ordonné à mes équipes d'enquêter, non seulement sur les réseaux de l'Ancien Régime, mais aussi sur les circuits financiers qui irriguaient notre propre mouvement. Les premiers dossiers confidentiels sont arrivés comme des déflagrations. Relevés bancaires, sociétés écrans, historiques de transactions. Tout révélait des flux suspects, loin du regard du peuple, mais essentiels pour comprendre l'avenir de la nation. Ce qui m'a glacé le sang, ce sont ces virements en miroir. Les mêmes montants, transférés à la même seconde, vers des figures du vieux pouvoir, et vers certains de nos leaders. Comme si une main invisible finançait à la fois la dictature et la révolte, maintenant notre pays dans une instabilité savamment contrôlée. Ce genre de manipulation n'est pas une anomalie. Des réseaux financiers comparables ont été mis au jour au Nigeria, au Mali, en République démocratique du Congo, au Tchad. Partout, des intérêts étrangers manipulent nos élites et nos mouvements, étouffant le rêve de souveraineté pour mieux garder la main sur nos ressources et nos destins. Un exemple frappant a eu lieu en Côte d'Ivoire lors de la crise de 2010. Alors que le pays sombrait dans la division, des financements obscurs ont afflué depuis Dubaï et Genève, alimentant à la fois les partisans de Gbagbo et ceux de Ouattara. Derrière les discours politiques, une lutte féroce pour le cacao, l'or, le pétrole, menée par des acteurs invisibles. Fermer les yeux sur ce système, c'est condamner l'espoir de changement à se fracasser contre un mur invisible. C'est accepter que nos luttes, nos vies et l'avenir de nos enfants deviennent la mise d'un jeu cynique, joué loin de nous et contre nous. Mais une question restait sans réponse. Qui tirait vraiment les ficelles et jusqu'où ce réseau s'étendait-il? Pour comprendre, il fallait remonter à la source même de l'argent. Le piège le plus insidieux, c'est de penser que la sincérité suffit à résister au système. Mais la vérité est bien plus brutale. Même les révolutions les plus pures peuvent être détournées, retournées contre elles-mêmes, manipulées par des forces invisibles, bien au-delà de ce que nous pouvons soupçonner. Lorsque nous avons voulu percer le mystère de l'argent qui circulait autour de notre mouvement, nous n'avons fait confiance qu'à des experts indépendants. Pas de lien politique, pas d'intérêt caché. Leur seule mission, décortiquer chaque transfert, chaque société, chaque flux financier. Ce qu'ils ont découvert a pulvérisé nos certitudes. Sous la surface de nos discours, une immense toile d'araignée, tissée par des sociétés écrans, des groupes financiers anonymes et des cabinets internationaux dont la discrétion est la première arme. Imaginez, des fonds qui partent d'entreprises enregistrées à Abidjan, à Dakar, à Londres, au Luxembourg. Le même jour, les mêmes sommes, envoyées aux adversaires comme aux alliés. Comme si, dans l'ombre, une main invisible entretenait sciemment la division pour mieux contrôler le jeu. Et derrière cette stratégie, un objectif central. Les ressources naturelles africaines, surtout les terres rares, essentielles à l'industrie technologique mondiale. Chaque crise, chaque espoir de changement, se transformait en prétexte pour renforcer la mainmise sur nos richesses. Ce schéma s'est répété ailleurs. En Guinée, lors du coup d'État contre Alpha Condé, des sociétés minières étrangères ont soudainement augmenté leurs investissements, tandis que d'autres retiraient à leurs capitaux. Les bénéficiaires réels restaient invisibles, cachés derrière des avocats internationaux. Les populations, elles, continuèrent de subir la misère malgré l'abondance de bauxite et d'or. Voilà la réalité que beaucoup refusent d'affronter. La division, l'instabilité,
les coups d'État à répétition ne sont pas toujours le fruit de querelles internes. Souvent, ils sont planifiés, alimentés, parfois coordonnés depuis l'étranger, pour maintenir l'Afrique dans la dépendance. Croire qu'on peut échapper à ce piège par la seule volonté est une illusion dangereuse. L'Angola, par exemple, a gagné son indépendance politique dès 1975, mais son économie a longtemps été sous la coupe d'intérêts pétroliers étrangers. Je dois l'avouer sans détour, notre propre mouvement n'a pas été épargné. Certains de nos soutiens, des logisticiens, même des proches en qui j'avais confiance, ont reçu des fonds venus d'entités au dessein trouble. Le choc est violent, la honte difficile à porter, mais détourner les yeux serait pire encore. Refuser de voir, c'est accepter un rôle écrit d'avance, c'est abandonner notre souveraineté. C'est laisser d'autres décider, piller nos ressources et hypothéquer l'avenir de nos enfants. Alors, comment briser ce cercle vicieux? Comment lutter contre ce système d'influence sans sombrer dans le cynisme ou la compromission? Cette question ne cesse de me hanter. C'est un défi immense, mais la seule voie possible pour bâtir une Afrique réellement souveraine. Pour s'en sortir, il faut s'inspirer des rares exemples de résistance réussie. Prenons le Botswana, qui dès son indépendance en 1966 a mis en place des institutions solides pour la gestion des diamants. Grâce à une transparence rigoureuse et une redistribution équitable, le pays a évité la malédiction des ressources qui a frappé tant d'autres. Mais ce succès reste fragile, attaqué constamment par des tentatives d'infiltration et de corruption. Mais il y a une vérité plus profonde encore. Tout système, même le plus opaque, laisse des traces. Pour comprendre comment s'en libérer, il faut d'abord apprendre à lire ces signes, à déchiffrer la mécanique de l'emprise. Cela commence par l'éducation populaire, la création de médias indépendants, la formation de citoyens capables d'analyser des budgets, de suivre des flux financiers. Dévoiler la mécanique qui nous emprisonne, c'est déclencher une tempête. Mais parfois, seule la tempête peut ouvrir la voie à la liberté. L'histoire du Ghana, avec la lutte de Kwame Nkrumah contre le néocolonialisme, montre que la vérité dérange, mais qu'elle est le point de départ de toute renaissance. Dans la cellule, le froid mord la peau. Damiba baisse les yeux, la voix éteinte. Ce n'est plus le chef puissant, mais un homme fatigué, rattrapé par l'ampleur du piège. Il me l'avoue, ici, il n'y a pas de marionnettiste unique à abattre. Le système est une toile immense, faite d'intérêts privés, de sociétés fantômes, de banques cachées, d'institutions mondiales et de pactes secrets. Chacun, souvent à son insu, joue une note dans cette partition. L'hydre se nourrit du silence, chaque tête repousse dès qu'une tombe. Ni Damiba, ni moi, ni aucun révolutionnaire n'est totalement en dehors de ce filet. Chasser un nom du pouvoir ne suffit pas. Tant que les flux d'argent et les jeux d'influence restent dans l'ombre, le système trouve toujours de nouveaux serviteurs, uniformes ou non. Alors, un choix s'impose. Je peux mener un procès classique, désigner un coupable, satisfaire la foule et rassurer les puissants. Ou je peux choisir le risque suprême, tout révéler. Utiliser la tribune pour exposer la structure qui manipule notre destin collectif, preuves à l'appui. Mais ce choix a un prix. Les risques sont extrêmes. Perte du pouvoir, menace sur ma famille, menace de mort, isolement international, chantage économique, diffamation orchestrée, pression médiatique. Autant d'épées suspendues au-dessus de nos têtes. Beaucoup avant moi se sont tus ou ont pactisé pour survivre. Pourtant, une brèche s'ouvre. Si j'ose la transparence totale, si je brise le silence, je peux, peut-être pour la première fois depuis des générations, inspirer d'autres à exiger des comptes, non seulement aux dirigeants, mais aux réseaux invisibles qui tirent à les ficelles. Montrer qu'il existe une voie hors du jeu truqué, une voie de dignité, une voie neuve. Tout se joue là, un choix de lâcheté, et le système dure encore 20 ou 30 ans. Un acte de courage, et l'Afrique peut commencer à écrire une nouvelle page, pour notre génération et celles à venir. Il ne s'agit plus seulement de mon destin, mais d'un possible effet domino sur tout un continent. Mais l'audace ne suffit pas. Pour transformer la tempête en renaissance, il faudra plus. Des actes, une stratégie,
une mobilisation collective. Le procès approche. Chaque minute compte, chaque décision peut sceller le sort de millions de vies. La véritable révolution commence par l'examen de soi. Il ne suffit pas de chasser les figures corrompues. Tant que nous n'osons pas regarder nos propres failles, nous restons vulnérables aux manipulations venues de l'extérieur. Être révolutionnaire, c'est risquer de remettre en question ses certitudes, ses alliances, et parfois même ses rêves les plus chers. Première mesure concrète, la nationalisation des mines stratégiques, comme Boungou et Wagnihan. Tant que nos ressources échappent au contrôle du peuple, notre économie demeure prisonnière de décisions prises loin d'ici. Reprendre ces richesses, c'est poser la première pierre d'une prospérité partagée et restaurer la dignité de chaque Burkinabé, de chaque Africain. Mais nationaliser sans garantir la transparence ne ferait que remplacer un maître par un autre. C'est pourquoi nous avons mis en place des institutions indépendantes pour lutter contre la corruption. Des audits externes, menés par des organismes sans lien avec le pouvoir, sont systématiquement réalisés. Les résultats sont publiés, bruts, pour que chaque citoyen voie où va chaque franc et qui profite réellement de la richesse commune. La solidarité régionale est notre seconde arme. Face aux pressions étrangères, aucun pays ne peut gagner seul. C'est ainsi qu'est née l'Alliance des États du Sahel, pour négocier d'une seule voix, résister ensemble et forger une identité panafricaine forte. Nos intérêts ne sont plus négociés isolément. Désormais, ils sont défendus par une union solidaire qui refuse les diktats venus d'ailleurs. Mais tout cela serait vain sans l'engagement citoyen. Refuser la résignation, apprendre, s'organiser, dénoncer les compromis toxiques, voilà ce qu'exige ce moment. Les réseaux sociaux, l'éducation populaire, les mouvements de quartier deviennent nos nouvelles armes. Chacun peut agir, qu'il s'agisse de partager des informations, de questionner les décisions des dirigeants, ou de s'engager, même modestement. Ce qui rend cette période unique, c'est la naissance d'une conscience panafricaine inédite. Les jeunes générations sont plus connectées que jamais et refusent les récits qui les condamnent à l'impuissance. Elles veulent comprendre, choisir, bâtir un avenir où l'Afrique n'est plus un pion sur l'échiquier des autres, mais un acteur à part entière, qui décide et impose sa voix. Laisser passer cet instant serait tragique. Abandonner ce moment critique, c'est accepter que la souveraineté reste un mirage, que nos ressources soient pillées, que nos enfants soient condamnés à l'exil ou à la misère. Mais chaque voix, chaque geste, chaque engagement individuel peut inverser la tendance et écrire une nouvelle page pour le continent. Alors, quel rôle choisirez-vous dans cette lutte? Resterez-vous spectateur ou deviendrez-vous acteur du changement? Car l'ennemi n'a pas disparu. Il a seulement changé de visage et de méthode. À présent, il s'infiltre dans nos institutions, nos marchés, et jusqu'à nos rêves d'indépendance. Par exemple, au Sénégal, les scandales récents autour des contrats pétroliers et gaziers ont démontré comment des intérêts étrangers manipulent les lois, corrompent des décideurs, pour s'assurer l'accès aux ressources pendant plusieurs décennies. Les populations, elles, attendent toujours que la richesse promise se traduise par des écoles, des hôpitaux, des routes. Ce combat ne concerne pas seulement les élites. Il vous concerne, ici et maintenant. L'histoire de la Tunisie, où la révolution de 2011 a chassé Ben Ali, mais laissé en place de nombreux réseaux d'influence, prouve que la vigilance citoyenne est indispensable. Autrement, les mêmes mécanismes reviennent sous d'autres formes. Trop souvent, nous avons cru qu'il suffisait de changer un homme, un parti, pour changer l'histoire. Mais la vérité est plus insidieuse. L'ennemi véritable, c'est ce système invisible, vaste et tentaculaire, qui infiltre nos institutions, manipule nos espoirs, recycle nos colères à son unique profit. À chaque fois qu'un mouvement s'élève, qu'il crie justice ou liberté, il est observé, infiltré, parfois même financé par ceux-là même qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ce réseau, construit sur la corruption, le blanchiment et la dette, n'a aucune frontière. Il se nourrit de nos divisions, de nos rêves brisés, et rend chaque victoire éphémère si nous refusons de voir plus loin que les apparences. Ce système n'est pas le fruit d'un seul homme. C'est une machine, un engrenage où chacun, parfois malgré lui,
peut devenir complice, par naïveté, par peur ou par fatigue. Dénoncer le dernier corrompu ne suffit pas. Cela nous fait oublier les architectes réels du piège. Pendant que nous nous accusons, que nous nous soupçonnons, nos richesses, notre avenir, disparaissent dans les paradis fiscaux, les comptes offshore, hors de portée. Notre responsabilité commence ici. Elle exige une transparence radicale, envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Refuser de devenir, à notre tour, les instruments d'une oppression qui ne fait que changer de visage. Apprendre à questionner chaque victoire, chaque financement, chaque nouvel allié. Oser se regarder dans le miroir, avec la même rigueur qu'on exige de nos adversaires. L'autre choix ? Se taire et laisser le système durer. Cela revient à laisser notre héritage nous échapper, à condamner nos enfants à une Afrique appauvrie et dépendante. Cela signifie renoncer à notre souveraineté, à notre dignité, à l'idée même d'un avenir où nous décidons nous-mêmes. Pourtant, ce cycle peut être brisé. Il ne s'agit pas d'attendre un sauveur, ni de remettre l'espoir à demain. Agir, ici et maintenant. Informer, partager la vérité, exiger des comptes à chaque niveau, du quartier jusqu'aux plus hautes sphères. Chaque voix, chaque geste, chaque question posée compte dans la lutte contre cette toile invisible. Ne restez plus spectateurs. Devenez acteurs de cette lutte pour la vraie souveraineté. Exigez la vérité, partout où vous êtes. Parlez, questionnez les discours trop lisses. Soutenez ceux qui osent s'interroger et vous rendre des comptes. C'est ainsi qu'une Afrique nouvelle naîtra, libre des anciens pièges et fière de son histoire. Le chemin ne sera ni court ni aisé. Mais il commence aujourd'hui, par votre décision de ne plus détourner le regard. La vraie révolution commence ici, avec vous. Pour aller plus loin, voici des étapes concrètes à mettre en œuvre. Premièrement, soutenir la création de médias locaux indépendants, capables d'enquêter sans subir de pressions économiques ou politiques. L'exemple du site d'investigation burkinabé Courrier Confidentiel, qui a révélé de nombreux scandales, montre le rôle crucial de la presse libre. Deuxièmement, promouvoir l'alphabétisation économique. Comprendre le budget de l'État, savoir lire un rapport d'audit, identifier une société écran. Les associations citoyennes peuvent organiser des ateliers, des formations, pour armer la population contre la manipulation. Troisièmement, exiger la publication de tous les contrats miniers et énergétiques, avec les noms des bénéficiaires réels. Cela a commencé au Niger avec la campagne « Publish what you pay », qui a permis de révéler de nombreux détournements et d'obtenir de meilleures négociations pour le peuple. Quatrièmement, encourager la coopération régionale pour traquer les flux financiers illicites. L'Union africaine a proposé la création d'une task force panafricaine contre la fraude et l'évasion fiscale. Soutenir cette initiative, c'est renforcer notre capacité à défendre nos intérêts. Enfin, participer activement à la vie politique locale. Voter, s'engager dans les conseils de quartier, surveiller les dépenses municipales. Chaque niveau compte, car la corruption commence souvent en bas avant de s'étendre. À chaque génération sa mission. Celle qui s'ouvre devant nous est claire. Démasquer les architectes de notre dépendance, reprendre le contrôle de nos ressources, bâtir des institutions solides et redonner à chaque Africain la fierté de décider de son destin. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un chemin. Il commence par la lucidité, se poursuit par l'action collective et s'achève par la construction d'une Afrique enfin maîtresse de sa voix et de son avenir. Alors, que déciderez-vous ce soir? Resterez-vous prisonnier des illusions ou rejoindrez-vous ceux qui, chaque jour, bâtissent la liberté pierre après pierre? La balle est dans votre camp. L'histoire n'attend pas.